alors bonjour, on est un peu en live impro. Je profite d'une escapade dans le parc Georges Brassens que je découvre aujourd'hui. On entend un petit peu l'eau qui coule par ici. Alors ici, hop, j'avais faim justement, ça a duré plus longtemps que prévu, je suis tombée sur des mirabelles, trop bien. Mais surtout j'avais pris dans mon sac le livre de Ludovic Slimane parce que je voulais vous en partager, on va dire, dans les conclusions, la substantifique moelle. On va dire c'est l'avant-dernier chapitre, enfin avant la clôture du livre, qui parle donc en fait de... Du coup c'est un spécialiste, hein, Ludovic Slimane, c'est le grand spécialiste de l'homme de Néandertal. Il a bourlingué pendant 30 ans, donc vraiment il a beaucoup réfléchi à tout ça aussi. Donc voilà, on voit la photo là, de Ludovic Slimane. Il a donc écrit cet essai, ce livre qui s'adresse à tout le monde. Et je vais vous livrer ses réflexions. Voilà. Alors on va se mettre comme ça. Alors, donc c'est l'avant-dernier chapitre, ou quasiment le dernier. Émergent enfin les structures fondamentales de deux humanités. Alors il va parler en fait un petit peu des points de comparaison entre l'espèce Homo sapiens, des fois, qui est la seule et unique espèce qui demeure aujourd'hui, espèce humaine on va dire, sur notre planète, hein, c'est nous, voilà, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, et puis Néandertal, une espèce d'humanité éteinte, hein, qui s'est éteinte à peu près, la dernière trace qu'on a retrouvée c'est vers moins 40 000 à peu près, enfin, donc il y a 40 000 ans. Et évidemment, on émergeait les deux espèces d'un tronc, c'est le côté buissonnant des hominidés. Alors les hominidés, on va dire, c'est ça remonte, hein. Les singes, l'ancêtre commun, on va dire, en l'embranchement entre ce qui aurait donné les singes et ce qui aurait donné les êtres humains, c'était il y a 10 millions d'années, et à peu près les premiers hominidés. Donc de ces évolutions buissonnantes, ils arrivent à peu près vers il y a 7 millions d'années. Et puis bon, après on a retrouvé plus ou moins des étapes, et puis on a nommé l'évolution des squelettes retrouvés, etc. Et puis vers 400 000, 300 000, 400 000, 400 000 à peu près, 400 000 ans jusqu'à 40 000 ans, il y a un cousin lointain, on va dire, Néandertal. Il y a eu quelques croisements. On a aujourd'hui un petit peu de patrimoine génétique commun. Est-ce que c'est vis-à-vis d'un ancêtre ancien? Est-ce que c'est vis-à-vis de croisements? C'est difficile à dire. Mais toujours est-il que, bon, ça c'était pour l'intro. Toujours est-il que voilà, je vais vous lire juste ces mots que j'aimerais garder moi aussi dans la boîte. Alors, il faut ici ajouter une strate singulière, celle de la diversité biologique des humanités. En plus de ces divergences, ne viendrait-il pas se surajouter une certaine manière d'être au monde, de s'inscrire dans son environnement et de le comprendre propre aux Néandertaliens? Autrement dit, existe-t-il une éthologie néandertalienne différente de celle de Sapiens? Le fait qu'aucune population néandertalienne n'ait jamais développé de production systématique d'armes, qu'elle ne se soit jamais intéressée à des productions normalisées, standardisées, d'armements qui auraient abouti à la mise en place de systèmes techniques spécifiquement articulés vers l'acquisition de leur proie, laisse présager l'existence au sein des populations néandertaliennes de structures de compréhension du monde assez singulières et nettement différentes de celles de nos ancêtres sapiens. À ce degré, ces sphères comportementales sont potentiellement révélatrices de structures neurologiques singulières, suggérant effectivement l'existence d'une éthologie humaine particulière à ces populations néandertaliennes. L'archéologie nous révèle ainsi qu'au-delà des systèmes techniques, au-delà des savoir-faire et des traditions, au-delà des modes d'acquisition des protéines, se jouerait quelque chose de bien plus profond que le simple fait culturel
et que c'est au travers de ces arcades-là que semble bien se dessiner une autre humanité. Cela nous indiquerait que les sociétés néandertaliennes se seraient organisées de manière plus progressive, au fil de l'eau, entre guillemets, ne montrant qu'un intérêt lointain pour des modes de planification qui affectent et organisent encore directement nos sociétés actuelles. L'observation des systèmes, je tourne la page, l'observation des systèmes techniques sapiens révèle l'existence systématique de modes de planification et de standardisation. Les artisanats sapiens sont techniquement remarquables au premier coup d'œil. Ces artisanats, ces formes artistiques résonnent instinctivement en nous. Mais ces productions sont aussi étonnamment lassantes et tristes pour le spécialiste des sociétés néandertaliennes. Pour le dire vite, les artisanats sapiens du Paléolithique se résument à nous. Ne font que parler de nous-mêmes, de nos sociétés, de nos manières d'être. On regarde sans silex, on en comprend assez aisément les logiques techniques, et l'on sait que les 100 000 suivants seront les mêmes. Nous comprenons instinctivement ce que l'artisan a voulu faire, ce qui n'est jamais le cas dans le cadre des productions néandertaliennes. Nous approchons là une divergence fondamentale entre nos humanités. Il est troublant de s'imaginer qu'il y a quelques dizaines de millénaires à peine, d'autres humanités, pleines et entières, ayant leur propre culture, tradition et artisanat, n'étaient pas humaines dans le sens étroit qui nous est très bêtement familier. Il faudrait pouvoir nous représenter ces autres humanités, sans immédiatement y plaquer nos projections, nos hiérarchisations subjectivées, nos notions de supériorité et d'infériorité. Le schéma binaire humain ou non humain est évidemment faux en remontant dans le temps. En effet, en reculant dans le temps à un moment donné, moment qui n'est pas si loin que cela, ce recul temporel nous projette sur une planète où aucun homme, aucun humanoïde n'est reconnaissable. Il y a évolution technique, sociale, biologique, et l'on ne peut projeter abruptement nos schémas, nos définitions sur des humanités lointaines, encore moins sur des humanités biologiquement fossiles. Cette archéologie nous apprend que nos schémas de classification constituent des cases propres, rigides, et qui ne servent qu'à ordonner une histoire dont l'immense complexité nous échappe fondamentalement. Il existe pourtant bien des cultures néandertaliennes très marquées. Nous autres, Homo sapiens citadensis, sommes absolument normés par notre société. Il suffit simplement de se balader dans la rue quelques instants pour constater que l'expression de la diversité se réduit peu ou prou à la coque que l'on va poser sur son smartphone ou bien à la couleur de la voiture que l'on choisit. En réalité, nos sociétés ne tolèrent aucune expression réelle de pluralité. Tout est dans la coque. Si dans notre société occidentale, les femmes peuvent porter aujourd'hui les cheveux longs ou courts, un pantalon ou une jupe, se maquiller ou non, la réciproque est bien plus problématique pour un homme. Nous nous inscrivons au sein d'une société surnormative, sclérosante. Mais c'est au fond le propre de toutes les sociétés sapiens, actuelles, subactuelles et aussi de toute évidence passée. Dans toutes les sociétés de notre espèce et en tout temps, la différence est très mal perçue et n'est tolérée que dans ses marges les plus superficielles. Il s'agit déjà là, probablement, d'éthologie, d'un phénomène enraciné profondément dans nos gènes et non d'un simple fait culturel. Nous vivons engoncés au sein de représentations très normées pour l'habillement, par exemple. Nous parlons de codes vestimentaires. Grâce à ces codes sociaux, nous reconnaissons notre groupe et nous dissocions des autres. L'autre étant par définition suspect de beaucoup de choses, de toutes choses répréhensibles d'ailleurs, puisqu'il n'est pas comme nous. Nous rentrons toujours, de manière
contrainte dans une case, dans une catégorie. Ces codes culturels peuvent avoir été transmis sur plusieurs dizaines de générations par le passé, sans avoir fondamentalement été transgressés. Je tourne la page. Pour Néandertal, cela m'apparaît beaucoup plus subtil. Non, attention. Il ne ramasse pas le premier bout de calcaire venu pour se taper sur les doigts et en obtenir un mauvais éclat. Il possède des artisanats techniquement surinvestis. C'est un très grand maître tailleur. Il excelle dans ses artisanats et certains de ses objets sont des défis techniques pour qui voudrait aujourd'hui les reproduire. Nous repérons des savoir-faire remarquables et des transmissions. Ces artisans produisent bien des catégories d'objets qui chaque jour seront engagés dans des séries d'activités. Entre parenthèses, couper de la viande, tanner des peaux, etc. Fermez la parenthèse. Mais sans ne jamais réaliser ces activités 2 fois avec le même outil. Il n'existe pas 2 outils moustériens identiques, et c'est un fait remarquable. On repère pourtant des styles très connotés et qui peuvent être considérés comme marqueurs de différents groupes humains. Il n'y a aucun doute quant à l'existence de transmission et de savoir-faire particuliers. Mais il s'agit de cultures sans normalisation, sans standardisation, sans répétition systématique, sans ce caractère quasi industriel que l'on retrouve et qui définit à la fois les cultures sapiens préhistoriques et les sociétés actuelles. Nous nous trouvons ici enfin face aux structures fondamentales de ces humanités, face aux révélateurs des différences profondes entre Néandertal et Sapiens. Chaque outil néandertalien est une création en soi. Il joue avec les formes naturelles de la matière brute, avec les textures des roches, avec ses couleurs, avec son toucher. Il y a un équilibre, une perfection absolue de l'objet moustérien quasi indéfinissable, mais bien présente, et qui dessine une perception du monde remarquable. Le jeu constant que ces populations établissent entre les matières exploitées et leurs traditions techniques nous place face à une fécondité créative absolue et qui nous dépasse totalement. Et ce jeu de production infinie d'œuvres originales qui révèle pourtant clairement l'existence de traditions bien définies rentre en dialectique avec les matières, les textures, les couleurs des roches, lesquelles guident ou participent à l'équilibre d'ensemble de la création. Nous nous trouvons confrontés à une créativité infinie, incomparable avec les productions techniques de nos sociétés. Ces dialectiques subtiles de l'objet à sa matière montrent de nettes variations en relation aux héritages culturels de ces groupes, mais sont, je pense, à la base de l'unicité de chaque objet néandertalien. Ces dialectiques entre les outils néandertaliens et les propriétés des matières dans lesquelles ils sont confectionnés induisent une remarquable variabilité de réponses techniques et une fluidité systématique de projets techniques de l'artisanat. Chaque outil obtenu est alors foncièrement un objet unique. Les propriétés singulières de ces artisanats sont perceptibles dans l'ensemble des traditions culturelles de ces groupes, qui répondent pourtant à des sphères d'activité quotidienne foncièrement répétitives. L'objet est à la fois surinvesti techniquement et unique dans sa construction. Il renvoie en cela nécessairement aux structures mentales de leur artisan, quelles que soient les traditions techniques dont ils sont héritiers. Ces créativités expriment une liberté artisanale absolue et probablement de très riches libertés de conception du monde. On peut ici proposer que la production artisanale d'objets par les Néandertaliens trahisse une perception de la réalité du monde qui ne trouve pas d'écho structurel dans ce que l'on perçoit des sociétés sapiens, paléolithiques ou actuelles. Cela renverrait pourtant l'objet moustérien dans la sphère de certaines conceptions orientales comme le shihui et le ma japonais ou le mana maori. Et ce sont certainement ces sphères sensibles-là
qui renvoie le mieux à une première définition des productions matérielles néandertaliennes. Mais s'il est possible de proposer des parallèles entre les constructions artisanales néandertaliennes et certains courants spirituels actuels, faut-il alors envisager qu'il n'existe structurellement aucune distinction dans les manières d'être au monde de Sapiens et de Néandertal? Je ne pense pas que ces données soient interprétables dans cette direction. Nous mettons ici en balance l'ensemble des sociétés néandertaliennes, pour lesquelles on peut documenter une très grande pluralité de traditions, avec certains courants bien circonscrits de la pensée humaine. Nous comparons une structure néandertalienne à des expressions marginales et isolées des cultures actuelles. Nous confrontons une structure qui serait commune à l'ensemble d'une population biologique, à certaines sensibilités culturelles très circonscrites. Le domaine de ces réflexions a donc quelques chances de mettre en lumière une réalité quant à l'éthologie des populations néandertaliennes. On perçoit alors immédiatement que les démarches quantitatives classiquement développées dans l'analyse de ces sociétés fossiles ne sauraient rendre compte de ces particularités éthologiques, pas plus qu'elles ne sauraient rendre compte du chihui ou du mana d'un ou de 1000 objets. Se pose la question de l'existence de ce qui ne peut être quantifié, ces courants, ces sensibilités, ces conceptions, possédant une existence propre à partir de laquelle s'articule l'ossature même de sociétés entières. Ce n'est pas donc la réalité tangible de ces conceptions qui est ici en jeu, mais bien la capacité des démarches quantificatrices se trouvant scientifiques de rendre compte de ces éléments structurels des sociétés humaines. Ce n'est cependant ni l'approche sensible ni l'approche esthétique qui permettrait d'amorcer une cartographie de l'univers mental des populations néandertaliennes. L'esthétique ne nous renvoie qu'à la texture la plus superficielle de l'objet moustérien, là où l'analyse des structures mentales à l'œuvre laisse pressentir que c'est tout un pan des recherches en éthologie humaine, toute une discipline qui demande à se trouver enfin investie. Parallèlement, l'analyse même des systèmes techniques, puissantes bien que sans cesse émergente depuis 40 ans, n'a permis ni de percevoir ni de concevoir la possibilité de divergence éthologique. Non pas que cet outil ne le permette pas, mais il ne fut jamais convoqué à cet effet. Jamais utilisé que hanté par nos schémas mentaux, hanté par des projections de rationalité limitées. Ce sont les mêmes fausses rationalités qui, jusqu'à récemment, nous poussent à comprendre l'économie des sociétés traditionnelles comme une économie de subsistance. Il fallut attendre 1972 et l'analyse remarquable de Marshall Sahlins, âge de pierre, âge d'abondance, pour concrétiser nos propres projections occidentales sur des sociétés qui nous sont essentiellement méconnues. Aujourd'hui, en 2022, si nous avons fait quelques progrès quant à notre compréhension des sociétés traditionnelles, notre compréhension des sociétés fossiles apparaît étroitement délimitée par les conceptions occidentales actuelles. Si l'on ne se contraint à poser certaines questions, entre parenthèses, fermez la parenthèse, pertinente, l'analyse de ces lointains artisanats néandertaliens fut-elle poussée par l'extrême d'une précision bêtement quantitative, ne pourra jamais se confronter aux univers mentaux en action. Cette intelligence de la main néandertalienne que l'on constate sans arriver à la délimiter va bien au-delà d'une intelligence purement technique, mais transgresse toutes les notions de l'esthétique, de l'équilibre, de la fonction irrationnelle de signes désignant le caractère remarquable de l'objet manufacturé et de celui qui l'a créé. Les créations artisanales et artistiques de Sapiens sont belles, mais elles ne sont que belles, simplement belles. 3 points de suspension. Elles vont rarement au-delà
Chez Sapiens, l'art n'est qu'une expression, une affirmation de son ego. Il me semble que la créativité et la sensibilité néandertalienne transcendent de très loin les productions égotiques de nos sociétés pour atteindre une forme d'universalité du beau, dans lequel l'ego n'est plus au centre, mais positionné de manière très périphérique. Et dans ces logiques, l'art, le symbole, le signe, ne semblent simplement pas séparables des créations artisanales quotidiennes. Ils n'en ont pas la nécessité. Ils relèvent de la même fonction. Expressions techniques et artistiques sont intégrées dans une même logique globale, totale. L'art pour l'art parle de l'artiste. L'art néandertalien, l'art fusionné dans les techniques ne parle plus que de la personne, de l'individu, de l'ego, ne parle plus de la personne, de l'individu, de l'ego, mais exclusivement des manières d'être au monde du groupe dans son ensemble. Si ces conclusions sont exactes, alors nous touchons du doigt une définition peu attendue de notre propre espèce et la concrétisation d'une humanité très différente pour laquelle il ne faut pas rechercher l'art, le symbole, dans la définition étriquée dans laquelle nos sociétés l'ont défini, l'ont enfermé. La question de l'art néandertalien trouve ici un écho parfait avec la définition de l'art néandertalienne que nous venons de poser. S'il existe un art néandertalien, il semble, comme pour ses armes, se limiter à bien peu de choses. Ramassage d'objets remarquables, raclage, traits indéfinissables, dont le sens est toujours discutable. Objets singuliers, coquillages, griffes, minéraux dont la finalité objective, l'intention, n'est jamais affirmée par l'artisan, jamais avérée objectivement. On attend toujours le premier trou néandertalien pour suspendre une dent, un coquillage, un os. Et l'on aligne des poignées de vagues traits indéfinissables pour leur faire dire, comme concernant leurs armes, « Regardez, ils sont comme nous !» Et plus on aligne ces armes rares et hétéromorphes, ces arts si paradoxaux, si peu convaincants, plus on s'aperçoit que cette population déborde de toutes parts dans nos cadres interprétatifs étroits, dans nos cases simplificatrices. Non, Néandertal n'est pas un ersatz de Sapiens. Il semble non seulement différent, mais en bien des points de l'esprit, il a dû le surplomber par sa créativité totale, permanente et essentiellement libérée de l'ego, qui structure tant les nécessités de différenciation du groupe et de l'individu des populations sapiens. En ce sens, et comparativement, cette population, notre population, est très superficiellement, très artificiellement créative. On peut ici poser que dans les domaines de la créativité, Sapiens n'arrivait probablement pas à la cheville des populations néandertaliennes et que nos ancêtres se trouvèrent probablement sous cet abord en très nette infériorité intellectuelle. Mais probablement pas sous l'abord de la rationalisation matérielle du monde, face à laquelle peut-être Néandertal a dû céder le pas. Il semble que nous autres sapiens ayons intrinsèquement du mal avec la différence, ce qui rend déjà toute représentation d'une autre humanité et d'une autre éthologie bien difficile. C'est se faire grande violence que de concevoir de réelles divergences. Mais en remontant dans le temps, on ne peut concevoir les humanités passées comme un bloc monolithique sans variation. C'est notre créationnisme 2.0, la paléogénétique, ne nous dit pas qu'un néandertalien est un homo sapiens, mais que ces populations ont divergé durant des centaines de millénaires, chacune ayant évolué différemment parallèlement, s'adaptant à sa manière à des environnements dissemblables. Ce que la génétique décrit, ces divergences biologiques de population, trouvent des échos dans toutes les sphères organisant ces sociétés humaines, au niveau des artisanats ou des armements, mais aussi de l'art. Chaque fois que des équipes scientifiques ont voulu chercher les signes de dissemblance qui ramenèrent Néandertal à nous, elles n'ont trouvé que des variations autour de quelques thèmes simplifiés et qui, à mon regard, ne permettent en rien
de le concevoir comme un autre nous-mêmes. Et c'est heureux lorsque l'on y pense posément. 3 points de suspension. Quelques traits sur un bout d'os ou sur une roche ne peuvent établir la démonstration de conception artistique au sens étroit où nous l'entendons aujourd'hui. Entre nos derniers néandertaliens de la grotte Mandrin et les artistes de la grotte Chauvet, il ne se passe que 6000 ans, c'est-à-dire rien du tout. Ces derniers néandertaliens ont cependant les mêmes manières d'être au monde que les populations d'il y a 100 000, 200 000 ou 300 000 ans. Et dans cette sphère-là, si l'on ne fait pas l'effort de concevoir ces sociétés sur l'ensemble de leur production matérielle, et non en se focalisant sur quelques traits peu signifiants sur des autres, on ne fait pas l'effort de considérer ces productions matérielles pour ce qu'elles sont, en les considérant dans leur intégralité, on ne peut que passer à côté du sujet. En première instance, la question n'est pas de savoir en quoi les productions néandertaliennes nous ressembleraient, mais de définir ce qui les structure fondamentalement. Se focaliser sur de vagues anecdotes subjectivement considérées comme des marqueurs symboliques revient à analyser la feuille d'un arbre sans analyser la forêt dans laquelle elle est à la fois noyée et partie prenante. Néandertal nous a légué des millions de productions artisanales remarquables qui nous informent des millions de fois et des millions de fois de manière plus évidente sur ce que furent les structures mentales de ces populations. Et ce débat-là, cette absence de pensée sur ce que fut fondamentalement Néandertal, se concentre systématiquement sur quelques objets, quelques concepts désuets, quelques sites anciennement fouillés. Parures et industries osseuses d'Arcy-sur-Cure, question du chapelle péronien et de son artisan néandertalien, focalisation sur lesquelles tout se joue, mais qui ne permettent jamais de se confronter aux structures fondamentales de ses pensées et de ce que fut cette humanité éteinte. Voilà, donc ça c'était la page 222-223. Avant la conclusion, voilà, je ne vais pas vous lire la conclusion parce que voilà. Ce qui m'intéressait c'était d'avoir la lecture de ce chapitre. Donc c'était Ludovic Slimak, Néandertal nu, voilà. Et alors pour finir le live, je vais vous montrer d'où est-ce que j'étais. Et puis je vais poursuivre mon chemin, ma route. J'étais venue, mais là-bas, la petite source, il y a plus de bruit. Voilà. Alors, donc on passe par ici. Il faudra revenir pour les murs. Voilà, on a eu déjà les mirabelles. Et des prunes aussi, on a eu. On a fait la cueillette. Alors.
de l'orge mûre.